La suite des grandes gueules sur RMC Story avec aujourd'hui autour de la table notre agriculteur éleveur de bovins en Saône-et-Loire Didier Giraud, l'avocate Marianne Soubré, Barbara Lefebvre, professeure d'histoire et essayiste. Et puis tout à l'heure, bien sûr, vous pouvez les interpeller. Vous connaissez le principe, ce sont les GG et vous à 11h40. Sur tous les sujets d'actualité, au 32-16, appelez-nous. Alors on a parlé de quoi ce matin? On a évoqué ce crime, peut-être raciste, Mahmoudou Bari, qui a été tué. D'ailleurs, le suspect a été arrêté. Il serait de nationalité turque. Il portait sur lui un maillot, non pas de l'Algérie, mais du Galatasaray, le grand club turc. Là, c'est vachement en rapport. Là. Voilà. Donc on va voir précisément quelles étaient ses motivations. En tout cas, le malheureux Mahmoudou Bari a été tué et son avocat est avec nous tout à l'heure. Il y a une mobilisation autour de cet homme. Nous avons parlé également de ces députés qui veulent boycotter demain la venue de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale, la jeune Suédoise égérie de la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis François de Rugy n'a-t-il pas démissionné trop vite? C'est une question qu'on se posait puisque les premiers résultats des enquêtes qui ont été diligentées par Matignon sont plutôt en sa faveur. Voilà, sur tous ces sujets, vous interpellez les grandes gueules et on se retrouve tout à l'heure à 11h40. Allez, le grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Nous accueillons Marlène Schiappa. Bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Est-ce que Nadine Morano a été raciste lorsqu'elle a tweeté contre Sibeth Ndiaye et contre sa tenue vestimentaire en rappelant en même temps ses origines sénégalaises? Je le crois. Je crois qu'en effet, le fait de dire que, par exemple, une personne serait riche et aurait beaucoup d'argent parce qu'elle est juive, ou de dire que parce qu'une personne est corse, elle serait paresseuse, par exemple, ou parce qu'elle serait On vous a déjà dit ça africaine. on vous a dit que vous étiez paresseuse? Non. On me l'a jamais dit à moi parce que je ne suis pas dans cet ordre-là, mais effectivement, ce sont des choses qu'on entend. Dire que les Arabes sont voleurs, dire que les Africains sont habillés comme dans un cirque, oui, je crois que ce sont des paroles qui sont profondément racistes. On a le droit de porter comme une critique sur la tenue vestimentaire d'une ministre ou d'un ministre? Bien sûr, mais pourquoi rappeler qu'elle est d'origine sénégalaise et pourquoi rappeler qu'elle a eu la nationalité française il y a 3 ans, collée à cette critique-là? C'est comme pour le sexisme, on a le droit d'être en désaccord avec des femmes politiques, on a le droit de les critiquer, on a le droit de débattre. Accoler cela forcément à l'origine ou au genre ou essentialiser une personne de la sorte, je crois que ça n'est pas souhaitable. En même temps, j'ai l'impression qu'on porte toujours plus facilement des critiques sur les tenues féminines que sur les tenues masculines. En effet, sur les tenues et sur les coupes de cheveux également. Vous-même, vous en avez été victime? Bien sûr, moi, le fait que j'ai des cheveux, quand j'ai été nommée très longs, bouclés et détachés, m'a valu un nombre incroyable de critiques, de remarques, etc. C'est pour ça que vous les avez attachés ce matin? Non, ce matin, je les ai attachés parce que c'est la canicule et j'ai trop chaud sinon. Mais Sibeth Ndiaye, c'est exactement pareil. En fait, on associe les coupes de cheveux à telle ou telle chose. C'est-à-dire, avoir les cheveux courts, ce serait forcément être dynamique. Avoir les cheveux attachés, ce serait forcément être professionnel. Avoir les cheveux longs, ce serait forcément vouloir être séductrice ou être mal coiffée. L'une de vos chroniqueuses a dit qu'elle avait une coupe sans coupe. Je trouve que c'est un peu dommage en 2019 qu'on en soit encore là à considérer que quand on est d'origine africaine et qu'on a les cheveux naturels, ça veut dire qu'on n'est pas coiffé. Non, ça veut dire que c'est sa coiffure naturelle simplement. Marianne Soubré. Si vous permettez, Madame la Ministre, alors là, moi, ça coupe de cheveux, alors vraiment, mais je n'ai strictement rien à dire dessus. Sur sa coupe de cheveux. Alors moi, je ne dirais rien par rapport à ça, simplement. Et ça me gêne un peu parce que tout de suite, on vient de dire oui, mais les femmes critiquent, elles sont elles-mêmes sexistes entre elles, etc. Simplement, je pense que dans votre fonction, vous avez une image à assurer, de la même façon d'ailleurs que tous les hommes, de façon générale, sont en costume. Donc on ne va pas critiquer parce que de toute façon, ils sont en costume, ils ont une sorte d'uniforme. Je ne veux pas un uniforme pour les femmes, mais quand même. Et j'en reviens à la tenue vestimentaire de Madame Sibeth Ndiaye le 14 juillet. Elle est en tribune officielle. Elle a un t-shirt avec écrit les garçons et les filles. Alors elle est en bleu, blanc, rouge, certes, mais excusez-moi. Mais je pense qu'il ne faut pas tout de suite renverser en disant vous êtes raciste ou sexiste en disant ça. Mais excusez-moi, je pense que pour l'image de la France, c'est quand même bien d'avoir des gens qui sont un peu mieux habillés. Moi, je pense que c'est aussi souhaitable dans un gouvernement d'avoir une forme de diversité. Et là, je ne parle pas de diversité des origines, mais de diversité de la représentation aussi. Il y a des femmes qui étaient en costume, en tailleur. Merci, je ne trouvais pas le mot. En tailleur pantalon. Moi, j'étais en robe bleu, blanc, rouge aussi avec une veste. J'ai des collègues qui étaient habillés de façon terrain parce que c'est la ministre et la secrétaire d'État aux armées, et donc qui avait passé en revue les troupes, etc. Et puis Sibeth Ndiaye qui était en bleu, blanc, rouge. Moi, j'ai trouvé ça
plutôt réjouissant d'avoir aussi dans la tribune des gens qui sont en costume cravate, des gens qui sont en uniforme militaire et des gens qui sont en bleu, blanc, rouge. Et je pense qu'on est dans une forme d'ambivalence vis-à-vis des responsables politiques. D'un côté, on a vraiment envie qu'ils soient, qu'ils incarnent une figure d'autorité lointaine, qu'ils soient en uniforme, etc. D'un autre côté, on leur reproche aussi le fait de ne pas être assez proche. Et donc, je pense que c'est plutôt bien dans un gouvernement qui en est en fait pour tous les goûts et qui a à la fois des gens qui incarnent quelque chose de très proche des gens, comme Sibeth peut le faire ou comme parfois peut-être je peux le faire, et qu'on ait aussi des gens qui incarnent de façon très stricte la fonction. Ça dépend aussi de votre portefeuille ministériel. Christophe Castaner qui incarne une fonction régalienne elle et qui est est ministre de l'Intérieur est tout à fait justement elle est porte-parole. Alors là, excusez-moi, mais je vous le renvoie, elle est porte-parole. Elle représente tous les ministres. Enfin, je veux dire. Mais moi, je trouve que. Pardon. Oui, mais pourquoi elle pourrait pas s'habiller comme elle s'habille habituellement et pourquoi doit-elle pour faire honneur à la fonction et à la France, tout simplement. Mais moi, je trouve, je trouve que de s'habiller jeune, c'est pas forcément être un déshonneur à la France. C'est peut-être pas une question de déshonneur à la France, c'est une question effectivement de représentation et d'exemplarité. Par exemple, je ne sais pas quand on est enseignant, par exemple. Qui fait la police de la tenue alors maintenant ? Avec certains collègues qui arrivent en Bermuda, des avec un jean déchiré, avec des piercings, enseignants. Oui, des enseignants avec des piercings, en Bermuda, en débardeur. Excusez-moi, il y a des tenues. Un enseignant, il doit aussi être dans une certaine forme de représentation. Et quand on est enseignant, on vient pas enseigner de la même façon, on s'habille dans le privé. Voilà. Sauf que rien n'est imposé. Rien n'est imposé, mais justement, encore une fois, c'est une question de façon dont on perçoit son autorité, sa responsabilité et une forme d'exemplarité et d'image que l'on veut donner. Madame Sibeth Ndiaye s'habille avec des couleurs chatoyantes, c'est son choix. On trouve ça saillant ou pas saillant, c'est autre choix. C'est pas ou en tongs quand même. Tout à fait. Mais enfin, la question immédiatement de l'accusation de racisme pour une histoire de tweet sur sa tenue, je ne parle pas de la question de l'allusion à son identité d'origine sénégalaise. C'est ça le problème. Oui, non, mais... non, elle a dit quand on parle des Noirs en disant qu'ils ont des tenues de cirque. Moi, je connais bien les questions de discrimination. En accolant sénégalaise à côté, c'est ça le problème. Si vous voulez, là, mais déjà là, je trouve ça un peu hallucinant, mais qu'on soit dans un débat pour savoir si c'est saillant ou pas saillant. Pour moi, on peut avoir un débat de fond. On peut être en accord ou en désaccord avec la politique du gouvernement dont Sibeth Ndiaye porte la parole. Qu'on ait un débat pour savoir si elle est mieux en robe ou en pantalon, si elle est mieux avec des tresses ou les cheveux lâchés. Je trouve ça un peu hallucinant. Et d'ailleurs, on l'a jamais sur les hommes. Pardonnez-moi, je ne veux pas faire la féministe de service. Non, c'est pas vrai. Des hommes, c'est le costume. Non, pardon, c'est faux. Vous avez eu énormément d'événements politiques dans lesquels vous aviez, par exemple, des responsables politiques, des ministres importants qui étaient en jean, qui étaient avec des chemisettes courtes, etc., etc. On n'a jamais eu ce débat sur François Ruffin à l'Assemblée nationale qui a été rappelé. Son maillot de Saint-Étienne. Qui a été rappelé alors, François Ruffin. C'est une autre question, c'est que dans l'Assemblée nationale, vous n'avez pas le droit d'avoir des vêtements avec des messages politiques. Si demain je veux arriver avec un t-shirt avec un rainbow flag et avec écrit dépénaliser l'homosexualité partout dans le monde, je vais avoir un rappel à l'ordre parce qu'on ne peut pas avoir de message politique sur soi. Néanmoins, là, à l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de codes et d'ailleurs, je crois que tout le monde les respecte bien volontiers. Vous avez lancé un Grenelle des violences conjugales pour la rentrée. Pourquoi ne pas l'organiser tout de suite ? Pourquoi attendre début septembre ? Alors d'abord, on n'attend pas. Ça fait 2 ans qu'on a pris plus de 100 mesures extrêmement fortes. Création de contrats locaux contre les violences, l'augmentation et la pérennisation des téléphones grave danger. Nous avons créé une plateforme de dialogue avec 2 unités de policiers et de gendarmes, 24 heures sur 24, sur servicepublic.fr. Nous avons augmenté les fonds du 3919. Nous leur avons donné un objectif, prendre 100% des appels. Ce n'était pas le cas précédemment. Et c'était insupportable pour moi de penser qu'il y a des femmes qui appellent et qu'on ne leur répond pas. Donc nous avons agi. Pour ce Grenelle, nous le lançons le 3-9-19 parce qu'il existe un numéro d'appel, le 3919, qui est très peu connu. Vous pouvez faire un micro-trottoir ou un sondage, vous verrez qu'il y a environ 10-15% de la population qui connaît ce numéro du 3919. Et pour nous, ce n'est pas acceptable. C'est pour la raison pour laquelle nous lançons le 3-9-19. Mais nous avons commencé à travailler pour le préparer. Un Grenelle qui se passe à Matignon, conclu par le Premier ministre, avec l'ensemble des parties prenantes. Ça ne s'organise pas en 24 heures. Un Grenelle de plus face à une urgence. C'est pas un Grenelle de plus, pardon, mais c'est une première. Il n'y a jamais eu de Grenelle des violences conjugales. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de mobilisation nationale organisée par un gouvernement contre les violences conjugales. Jamais. Aucun autre gouvernement n'a organisé. Il y a quelques années. Aucun autre gouvernement n'a organisé une réunion dans laquelle il y ait toutes les parties prenantes à Matignon, Grenelle duquel sortent des décisions. Et pourquoi un Grenelle ? Le terme Grenelle est vraiment adapté. Tout à fait, absolument. C'est là que j'allais venir. Merci pour votre question. Oui, c'est approprié parce que l'idée d'un Grenelle, c'est de dire qu'on ne se renvoie pas les responsabilités les uns aux autres. On prend des objectifs communs. Et donc,
la société civile, les associations, les élus locaux, les services de police, de gendarmerie, les services de justice, les familles des victimes, les gouvernements, les parlementaires seront autour de la table et s'engageront ensemble à se donner ensemble des objectifs que nous pourrons poursuivre ensemble. Alors, il y en a une qui n'est pas contente. Elle est venue le dire sur notre plateau. C'est Eva Darlan. On l'écoute. On mène pas le même combat, elle mène le sien pour elle. Je crois que cette femme n'est pas complètement responsable de sa vacuité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'argent. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire face à ça? Elle fait beaucoup de vent, elle fait beaucoup de bruit. Le Grenelle, c'est du blabla, c'est du vent, c'est rien, c'est une annonce de plus. Elle est dans la com. C'est un gouvernement, à mon sens, qui est dans la com, et principalement Marlène Schiappa, qui fait beaucoup de bruit, qui s'agite beaucoup, qui est une très belle femme, qui s'est posée pour les photos. Je veux bien qu'elle me donne des cours, parce qu'elle est tout le temps sublime, superbe. Elle roule pour elle. C'est sympa, mais c'est pas vraiment le cas. Marlène Schiappa, vous faites de la com. Eva Darlan qui a des propos très très durs. Oui, écoutez, d'abord, moi je voudrais dire que je trouve ça assez positif que des anciennes comédiennes ou des personnalités s'engagent. Ah non. Mais peu importe, je veux dire, la question des violences conjugales, c'est pas est-ce qu'on aime bien Marlène Schiappa ou pas. Encore une fois, même débat que pour Sibeth Ndiaye, c'est pas est-ce que Marlène Schiappa fait bien sur les photos. Tout le monde s'en fout, pardon. La question pour moi, c'est comment on alerte la société. Non, mais elle dit c'est beaucoup de com. Pas beaucoup d'argent. Mais je commence là-dessus parce que c'est important. La question pour moi, c'est comment on alerte vraiment toute la société sur les violences conjugales. Et donc, qui que ce soit, qui me soit favorable ou non s'engage, je trouve ça positif. Ensuite, le fait qu'on fasse de la com, mais je l'assume. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai reçu énormément de proches de victimes de féminicide en retraçant leur parcours. Et il s'avère qu'en fait, beaucoup d'entre elles ne connaissaient pas les associations, ne connaissaient pas leurs droits, ne savaient pas qu'elles pouvaient avoir, par exemple, une ordonnance de protection, un hébergement d'urgence, une plateforme, appeler le 3919. Donc, il faut communiquer sur les dispositifs de politique publique. Parce que si vous mettez en place ces dispositifs, mais que les femmes ne les connaissent pas, c'est comme si vous ne faisiez rien. Donc oui, il faut communiquer là-dessus. Marianne Soubré. Pour moi, tout est bon, mais tout est bon. Alors là, je veux dire, Grenelle, vous l'appelez comme vous voulez du moment qu'on en parle. Je pense que c'est essentiel et vous avez raison. Maintenant, l'Espagne a eu à lutter et ils avaient mis d'énormes moyens à ce moment-là. Ils ont dit maintenant ça suffit. Il y avait en Espagne, il y a toujours malheureusement, mais c'est de moins en moins, ce vrai gros problème des violences conjugales. Et ils sont allés partout. C'est-à-dire ils ont mis beaucoup d'argent et c'est effectivement ce qu'Eva Darlan certainement. C'est pas le cas, je répondrai tout à l'heure, mais c'est pas vous reprochez. Ils sont allés dans l'éducation également parce que effectivement vous avez raison, police, justice, associative, bien sûr. Mais il y a aussi l'éducation. Ouais. Donc quel est le volet éducation que vous allez développer? Ça c'est ma première question. Et sur la deuxième, on voit malheureusement dans certains drames, des femmes qui sont allées au commissariat, qui avaient déposé plainte, qui n'avaient pas été informées, etc., ou qui n'avaient pas forcément été reçues. La plainte n'avait pas été reçue. Deuxième question, quel levier vous allez actionner pour que toutes les plaintes soient prises et qu'elles soient reçues comme il faut dans les commissariats et les gendarmeries? Vous avez tout à fait raison de le souligner et c'est ça qui est d'autant plus insupportable pour moi qui suis engagée depuis plus de 15 ans, largement avant d'être au gouvernement, sur la question de la protection des femmes. C'est de se dire, elles sont allées au commissariat, certaines ont appelé à l'aide et on ne leur a pas répondu et il y a un dysfonctionnement, puisque l'État n'a pas su protéger ces femmes et qu'elles ont été tuées alors qu'elles avaient appelé à l'aide. C'est précisément ce qui va être en débat au Grenelle, parce que vous avez des lois, vous avez des politiques publiques qui existent et qui ne sont pas forcément mises en œuvre ou de façon inégalitaire selon les territoires. Or, la protection des femmes, elle ne peut pas dépendre du bon vouloir du policier sur lequel vous tombez. C'est la raison pour laquelle Christophe Castaner a lancé des formations, a lancé le recrutement de 73 psychologues, en plus de plus d'un millier de travailleurs sociaux qui accompagnent ces femmes dans les plaintes. Mais pour vous répondre sur l'Espagne, parce qu'il y a beaucoup de mythes et de choses fausses qui circulent à cet égard. On entend souvent dire l'Espagne a mis 1 milliard d'euros, c'est formidable, la France mettait aussi 1 milliard. D'abord, c'est faux. L'Espagne n'a pas mis 1 milliard. C'était un engagement théorique de la part des partis politiques. Même Mariano Rajoy, qui n'est pas un féministe radical, a dit lui-même que ce milliard n'avait pas été engagé par l'Espagne. Au contraire, les moyens ont été réduits de la part de l'Espagne. En revanche, il y a des choses... Il n'y a pas d'argent magique. D'ailleurs, s'il suffisait de faire un chèque pour que les féminicides s'arrêtent, on le ferait. Le bracelet électronique est plus utilisé en Espagne qu'en France. Exactement. En revanche, en Espagne, il y a deux choses qui sont formidables. Les bracelets électroniques, vous avez aussi des ordonnances de protection. Et la garde des Sceaux a demandé qu'il y en ait davantage parce qu'elles existe chez nous, mais on n'a pas les moyens. Non, c'est pas une question de moyens. moyens. Le bracelet électronique, on n'en a pas assez. C'est pas une question de moyens. C'est une question d'utilisation. Par exemple, les téléphones grave danger, on en paye énormément, mais il y en a des centaines qui dorment dans un placard, dans un bureau quelque part à Paris, parce qu'ils ne sont pas attribués dans les décisions de justice. Donc là,
Eva Darlan ou qui que ce soit pense de l'extérieur de façon automatique, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Non, l'argent il est là, ils sont payés ces téléphones, c'est pas une question d'argent. Ils les utilisent pas. Parce qu'il n'y a pas de décision de justice et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce Grenelle. Entre la politique publique lancée par le gouvernement et ce qui se fait réellement au quotidien sur le terrain, il y a un gap qui est beaucoup trop grand. Et c'est là-dessus que nous voulons intervenir. Et le volet éducation, quel est-il? Tout à fait. Vendredi, on fait un point avec un bilan avec Jean-Michel Blanquer de l'année, de l'audit que nous avons lancé. Parce que nous avons mis en place 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an dans les écoles. Et nous allons faire le bilan de cet audit, voir comment ça a été efficace ou pas. Parce que ça permet aussi aux enfants d'alerter sur les violences qu'ils peuvent voir ou vivre chez eux. Marlène Schiappa passe son grand oral dans les grandes gueules. Question à suivre de Didier Giraud, de Barbara Lefebvre. Et puis aussi des questions sur François de Rugy. Finalement, votre collègue il a peut-être démissionné trop vite. À tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. La suite des grandes gueules, c'est Marlène Schiappa qui passe son grand oral face à Didier Giraud, Marianne Soubré et Barbara Lefebvre. Question de Barbara. Oui, Marlène Schiappa, j'aimerais comprendre quel est l'intérêt d'utiliser ce terme de féminicide. Parce qu'un féminicide, si on comprend bien, c'est tuer une femme parce que c'est une femme. Or, il me semble que, vous l'évoquez, la question, c'est la question des violences conjugales, puisqu'on le sait, la plupart de ces assassinats se commettent à l'intérieur du couple. Et en réalité, c'est l'homme, le mari, le compagnon, l'ex-compagnon, souvent, c'est d'ailleurs très souvent l'ex-compagnon, qui tue sa conjointe, qui cible clairement sa femme. Et il ne va pas aller tuer une femme dans la rue. Donc quel est l'intérêt de l'usage de ce terme féminicide, qui est encore une de ces inventions qui nous est venue des féministes américaines des années 90 ? Est-ce que véritablement ça va faire avancer la cause d'utiliser ce terme-là, alors qu'il ne me semble pas tellement refléter la réalité de ces crimes-là ? Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je crois que ça reflète au contraire la réalité. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, le féminicide, c'est un homme qui tue sa femme ou son ex-femme parce que justement, il considère qu'elle lui appartient. Le pronom possessif est important. Et ce qu'on voit bien, c'est que quand ça se produit au moment des séparations, ça leur est tellement insupportable, insoutenable de se dire que cette femme va continuer à exister comme un individu à part entière en dehors d'eux-mêmes, qu'ils préfèrent la tuer, connaissant même les risques qu'ils encourent et sachant qu'il y a des peines de prison derrière. Et c'est pour Mais il y a le homicide pour ça. Non, là, vraiment, la particularité du féminicide, c'est que justement, on tue cette femme parce qu'elle est une femme. Vous avez très peu, d'ailleurs, c'est Françoise Héritier, anthropologue, qui nous a quittés il y a peu, qui disait que nous sommes la seule espèce animale, les humains, dans lesquels les hommes tuent leurs femmes. Vous n'avez pas d'autres espèces dans lesquelles ça se produit. Et ça se produit dans ce sens et pas dans l'autre sens. Vous n'avez pas massivement, vous n'avez pas massivement des femmes qui tabassent et qui tuent leur mari. Ça arrive, vous avez quelques cas qui sont des exceptions. Mais le phénomène massif qui existe et qu'il faut visibiliser par un vocabulaire adapté, c'est le phénomène du féminicide. Mais en droit, quand vous choisissez ce terme-là, ce terme n'est pas reconnu en droit. Non, ce n'est pas un terme de droit pénal. D'ailleurs, il y a des associations qui demandent qu'il soit inscrit dans le code pénal. En revanche, ce qui est reconnu dans le code pénal, c'est le meurtre par conjoint et c'est une situation aggravante, qu'on soit une femme ou un homme. Est-ce qu'il y aurait besoin de mettre le terme de féminicide comme qualification juridique ? Parce que là, ça devient... Là, moi, c'est pas une revendication que je porte. En revanche, je pense que c'est important de l'utiliser dans le vocabulaire courant pour rendre visible justement ces phénomènes. Question Didier Giraud. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de la présence de Greta Thunberg sous les ordres de la République. Est-ce que c'est réellement sa place demain à l'Assemblée nationale ? Est-ce que c'est réellement sa place ? Et en quoi ça fait avancer concrètement la cause du réchauffement climatique ? D'abord, moi je pense que l'Assemblée nationale, c'est un lieu de débat et qui doit être ouvert sur la société le plus possible. Donc qu'il y ait des personnalités de la société civile, qu'il s'agisse de Greta Thunberg qui maintenant fait du plaidoyer pour l'environnement et contre le changement climatique, ou qu'il s'agisse de chercheuses et de chercheurs, de scientifiques qui travaillent sur la question du climat, je pense que c'est quelque chose de positif pour le débat. Donc je crois qu'il est plutôt intéressant que ce débat puisse avoir lieu. Oui, mais Greta Thunberg, c'est quand même quelqu'un... qui est instrumentalisé. On se sert de son image. Vous n'êtes pas dupe là-dessus quand même. Aujourd'hui, quand le gouvernement français dit ça serait bien qu'elle soit à l'Assemblée nationale, alors, ça veut dire... c'est parce que c'est les séparations des pouvoirs. Oui, d'accord, il y a séparation des pouvoirs. D'accord. C'est 160 alors, députés. Quand les députés majoritaires qui sont du parti du gouvernement décident d'inviter Greta Thunberg à l'Assemblée nationale, pour moi, citoyen, ça veut dire quand même que le gouvernement prend parti.
Oui, Greta Thunberg. épouse les thèses de Greta Thunberg. C'est quand même quelque chose qui me gêne. Parce qu'elle a un discours très radical. Plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a une séparation des pouvoirs. Et ce n'est pas du tout l'initiative du gouvernement. Les députés sont souverains et libres de ce qu'ils font dans l'Assemblée nationale. C'est leur choix d'inviter Greta Thunberg. Ensuite, il y a un débat. Inviter quelqu'un à débattre, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il ou elle dit est parole d'évangile et qu'on doit être d'accord avec tout. C'est-à-dire que le débat peut avoir lieu. Moi, je crois que c'est important on a le droit de laisser... contredire une adolescente de 16 ans, parce qu'on a l'impression que les adultes n'osent pas dire finalement cette petite Thunberg, elle dit aussi beaucoup de bêtises. Oui, moi je pense que je crois au débat, avant tout au débat d'idées, avant le débat de personnes, et je pense qu'effectivement, quand c'est un débat, c'est important qu'on puisse mettre tout en balance. Et je crois que pour la question de l'environnement, comme pour la question de l'égalité femmes-hommes, toutes les voix sont importantes. Qu'il s'agisse de chercheurs, de scientifiques sérieux qui ont mené un travail pendant des années, ou qu'il s'agisse d'une jeune femme qui fait de la communication, mais je ne trouve pas ça mal de faire de la communication. Maintenant, moi en tant que secrétaire d'État... Non, ce qui est mal, c'est quand on fait plus que de la communication. C'est plutôt moi, en tant que secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, j'ai aussi la responsabilité de la diplomatie féministe de la France et je plaide dans beaucoup d'instances multilatérales pour le droit des petites filles à aller à l'école. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Et si, à titre tout à fait personnel, qui n'engage que moi, je devais avoir une petite réserve sur effectivement la communication et l'engagement de Greta Thunberg, c'est que je ne crois pas que ce soit un bon modèle pour les enfants et pour les adolescents de dire qu'on peut se déscolariser pour se consacrer à quelque cause que ce soit, même si cette cause est importante. C'est la mère de famille et la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes qui vous parlent. C'est un avis personnel qui n'engage que moi et qui n'enlève rien à l'importance de la cause que défend Greta Thunberg. Quand même. Il faut aller à l'école. Je crois que la place d'un enfant est à l'école, oui. François de Rugy, votre collègue, est peut-être parti trop vite, non? C'est une décision qui lui appartient et qui lui a appartenu, voilà. Parce que quand on regarde les premiers résultats des enquêtes, finalement, il n'y a pas grand-chose. Mais il n'a pas été beaucoup soutenu. Moi, je crois qu'il a il a dit depuis le début que ce qu'il avait fait, manifestement, n'enfreignait aucune loi et n'enfreignait aucune règle. On est là dans une zone grise et c'est là toute la difficulté. La difficulté d'une époque dans laquelle les images comptent, les symboles comptent. On a fait tout un temps en début sur les images et les symboles sur la porte-parole du gouvernement. Je crois que les images et les symboles comptent aussi quand on est un ministre d'État. Vous ne l'avez pas beaucoup défendu. Sur quoi, par exemple? Sur les dîners, puisque tout de suite, vous avez précisé que vous n'organisiez pas des dîners. Non, j'ai répondu aux questions qui me sont posées. Je ne suis pas allée dire moi, j'organise pas de dîner. On m'a posé la question. J'ai rappelé que François de Rugy avait fait baisser de 13% les frais de représentation, qu'il avait toujours été attaché à la transparence. Mais quand on m'a demandé si moi, j'organisais des dîners comme ça, j'ai simplement répondu que non, je n'organise pas de dîner comme ça. On n'a pas senti de mobilisation de la Macronie derrière François de Rugy, comme on l'avait entendu et vu au moment de l'implication de Richard Ferrand dans une autre affaire. Parce qu'il n'est pas des vôtres et que François de Rugy, on l'a laissé un peu seul? Non, je ne crois pas que ce soit le sujet. Je pense que lui, il a pris assez rapidement cette décision de quitter le gouvernement. À partir du moment où il quitte le gouvernement, la décision est prise et on peut passer à autre chose. Mais je pense que là encore, plus que les questions de personnes, c'est une question vraiment de fond et d'engagement pour l'écologie et d'engagement de ce gouvernement pour faire en sorte d'agir pour l'écologie, pour la transition écologique et solidaire, davantage que la personne de François de Rugy. C'était d'ailleurs plutôt courageux de sa part de décider de démissionner pour que ça n'entache pas le collectif, je trouve. Justement, sur la zone grise, parce que vous pouvez quand même avoir une boussole aussi qui serait votre morale personnelle et qui est en général une bonne boussole. François Ruffin, en fait, a épinglé un peu les parlementaires et les ministres en disant regardez, vous allez à l'Assemblée nationale et vous faites tout en voiture, etc. Est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, et vous, quelle est votre démarche, justement, dans le sens de l'écologie? Est-ce que vous n'avez pas un devoir d'exemplarité d'arrêter avec les voitures qui tournent à vide, etc., etc. Et vous, qu'est-ce que vous faites en tant que ministre, justement, par rapport à ça? Votre question est très intéressante et moi, vous remarquerez que je ne parle jamais de morale, jamais. Dans la vie politique, je n'ai jamais utilisé l'expression de moralisation de la vie politique parce que je pense que quand on veut faire de la morale, il y a toujours quelqu'un qui fait plus de morale que vous. Et je pense que Nietzsche disait qu'il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Votre morale n'est peut-être pas la même que la mienne, qui n'est peut-être pas la même que celle de Ruffin, qui n'est peut-être pas la même que celle de François de Rugy. Nous avons tous des valeurs et une morale qui nous sont propres. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important d'avoir une forme de règle écrite. Sur les voitures, vous avez raison. En période de canicule, on essaye de faire davantage de déplacements à pied, en transport en commun, etc. Maintenant, j'essaye d'en faire davantage. Il m'arrive d'en faire. Maintenant, je vais être très sincère avec vous. Il y a aussi des enjeux de sécurité qui font que un ou une ministre, c'est difficile de traverser tout seul. Je l'ai fait au Mans ce week-end. J'étais au Mans avec mes enfants. On a pris le tram à 6 reprises. Ça s'est très bien passé et je crois que les gens ne m'ont même pas reconnu ou m'ont reconnu, mais ont été plutôt sympathiques et bienveillants à mon égard et à l'égard de mes enfants. Maintenant, parfois, dans certains endroits, à certaines périodes, il y a des enjeux de sécurité qui font que vous ne pouvez pas prendre les transports en commun et donc vous devez être avec un officier de sécurité
chauffeur qui décide. Et là, c'est une règle. Je veux dire, l'officier de sécurité se met en défaut de son propre engagement s'il vous laisse dans une situation difficile, seul et sans voiture. Non, mais là, on trace. Enfin, moi, je trouve que c'est ahurissant. On est passé peut-être d'un moment où on devient des Finlandais, là. Contrôle. Maintenant, là, le moindre truc est tracé. Et voilà, et comme si les gens étaient eux-mêmes vertueux. Mais bon, comme si eux-mêmes ne n'utilisaient pas peut-être à travers la voiture. Mais il y a des ministres dont on n'entend jamais parler. On veut des ministres maintenant qui sont plus purs que les purs. Moi, je ne crois pas. Je pense que on est quand même maintenant dans cette nouvelle ère un peu démagogique, populiste. Non, parce que la question, forcément, les ministres sont des pourris. Il faudrait des gens très très purs. Comme nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Mais des élus, du coup. Non, mais la question, elle n'est pas sur le champ de la morale, c'est-à-dire effectivement le camp du bien, ça suffit. On a marre d'entendre parler le camp du bien. On en a marre de l'entendre. Non. Justement, la question, c'est l'exemplarité. Et moi, je pense qu'il y a des ministres, il y a eu des ministres par le passé et il y a des ministres actuellement dont vous n'entendez pas du tout parler. Et si vous n'entendez pas parler... C'est pas pour ça qu'ils sont exemplaires, Barbara. Non, parce que je pense que certains se comportent de façon exemplaire au regard de ce qui peut être la morale commune. Je ne suis pas tellement d'accord avec vous sur le fait que chacun a sa morale. Non, il y a le bien commun, il y a la morale commune. Le common decency, le camp du bien, c'est vous, finalement. Non, le common decency. Non, c'est le common decency. C'est justement la morale commune qui fait qu'on peut vivre ensemble. Ce que vous dites n'est pas valable. Par exemple, sur l'affaire de François Fillon, sur lequel je ne porte pas de jugement personnel, mais François Fillon est passé pendant des années pour un modèle de sobriété, d'exemplarité, etc. Et il mentait, voilà, donc vous dites, il y a des gens dont on n'entend pas parler. Ça veut pas dire qu'il se comporte bien. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Arrive un moment où vous payez le boomerang revient. Vous payez la facture de vos mensonges. Ouais, mais du coup, dans la morale à double tête, là, le t-shirt bleu de Madame Ndiaye, ça pose pas de problème. Mais par contre, le homard bleu de Monsieur de Rugy, il faut qu'il dégage. Quoi. Moi, ça me pose voilà, ça me gêne, quoi, ça. C'est pas tout à fait la même chose. Mais non, mais enfin, on s'accorde de certains trucs. Comme le décrit Marianne sur le fait qu'il faut, quand on représente l'État, on doit avoir un certain standing. On dit, c'est pas grave, ça met du jeunisme, mais quelque chose qui n'est pas répréhensible par la loi pour Monsieur de Rugy, ça devient un scandale, quoi. Moi, ça me gêne que la morale, chacun ait la sienne. Mais pourtant, c'est le cas. Dans ces cas-là, c'est pour ça que je dis que dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait des règles écrites plus précises. Je crois que le Premier ministre Édouard Philippe... Le Premier ministre il faut d'autres règles. D'autres règles, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi d'édicter les règles collectives. Il y en a déjà eu. Mais je pense qu'il faut effectivement qu'on n'ait pas de possibilité de zone grise ou d'interprétation. Mais je voudrais d'ailleurs rappeler sur les questions des travaux, etc. Parce que j'entends dire beaucoup de choses qui sont complètement fausses. Moi, c'est pas du tout ce que je vis au quotidien. J'entends dire les ministres peuvent faire des travaux, comme si on allait appeler un entrepreneur et dire refaites-moi la déco et signer un devis. C'est pas comme ça que ça marche. Et avec une carte bleue, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, on n'a pas de mode de paiement officiel pour le ministère, donc tout ce qui doit être réglé est réglé sur facture. Et tout ça fait l'objet de très nombreuses validations. Si vous voulez, moi, quand je suis arrivée dans le ministère dans lequel j'étais, on a demandé à changer un bureau. Il y en a un qui était abîmé, en avoir un autre. Ça a pris des mois parce qu'il a fallu énormément d'autorisations écrites. Et tant mieux, heureusement que ce soit contrôlé de la sorte. Donc il est faux de dire que les ministres auraient des moyens de paiement et pourraient flamber et acheter ce qu'ils ont envie d'acheter. C'est pas vrai. Il y a une chaîne de contrôle assez importante et heureusement que cette chaîne de contrôle existe parce que ça nous prémunit aussi de nous-mêmes. On va pas un peu trop loin dans ce souci de transparence absolue? Moi, je pense qu'il faut faire la différence entre la transparence et le voyeurisme. C'est-à-dire aller voir ce que font les gens. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, l'été dernier, j'ai été paparazzée avec ma famille, avec mes enfants, par un magazine qui nous a pris en photo. Alors super, j'étais sur une plage publique à Marseille en train de boire de la cristalline avec un sac Carrefour et en train de gonfler les brassards de mes enfants. Et avec mon mari, je pense qu'il s'imaginait que j'étais en train de boire des cocktails alcoolisés, de prendre de la drogue avec des jeunes mannequins hommes, etc. C'était pas le cas. Ma vie est peut-être très ennuyeuse. Est-ce qu'elle est morale? Je ne sais pas. Est-ce que je souhaite faire la transparence sur ma vie privée et ma vie familiale? Absolument pas du tout. Je ne souhaite pas qu'on vienne savoir quelles sont les vacances qu'on passe, qu'est-ce qu'on fait de notre temps privé. Est-ce qu'on est avec nos maris, nos enfants, d'autres personnes? Ça ne regarde pas. C'est votre chef qui a mis ça en scène aussi. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas reprocher tout et son contraire. C'est pas vrai. Pour être élu, Macron, il s'est servi de ça quand même, de sa vie privée. Et c'est pas le premier dans l'exercice. Les 3 derniers présidents de la République, ils ont mis en scène leur vie privée pour pouvoir être élus. Donc, à un moment donné, reprochez pas aux gens de vouloir savoir c'est quoi votre vie privée. Je suis tout d'accord avec vous. C'est pas parce qu'à un moment, c'est une question de consentement. Je suis désolée, c'est comme les relations sexuelles. C'est une question de consentement. À un moment, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous prenne en photo là, vous et moi sur ce plateau? Oui, puisque nous sommes en train d'être filmés. Est-ce que quand vous serez le 15 août, je sais pas où, en slip de bain, en train de faire je ne sais quoi avec je ne sais qui, parce que ça ne me regarde pas, vous n'avez pas forcément envie qu'on vienne vous prendre en photo en train de faire griller des merguez dans votre vie personnelle? Mais moi, je suis pas ministre d'État dans un gouvernement où le président de la République
République s'est servi de ça pour être élu. Ça veut dire qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi sur nos vies privées. On a le droit de Non, venir je dis pas prendre ça. mes filles qui sont enfants et adolescentes en maillot de bain et de les exposer mais je suis dans les d'accord avec vous magazines là-dessus. à leur corps défendant. Je ne le crois pas. Moi, je comprends pas bien Barbara Lefebvre. comment dévie ce débat, parce que là, on parle de vie privée. Enfin, il est évident que la vie privée des hommes politiques ne nous intéresse pas. La photo de François de Rugy lors de la Saint-Valentin et les différents commentaires sur son couple reposaient pour relever pour moi de la vie Mais privée et d'une forme de voyeurisme. Les dîners d'un ministre, Eh oui, les dîners d'un c'est la ministre ou d'un méthode président de d'aujourd'hui. l'Assemblée dans le cadre de ses fonctions et avec un soupçon que les frais de représentation ou l'argent du ministère soient non pas détournés mais utilisés à des fins privées, ça c'est un vrai sujet. C'est pas la question de la vie privée en l'occurrence. Bien sûr, c'est ce le sont deux mélange sujets de la vie différents. privée, etc. Donc Tout là, à fait. c'est pas une question de zone d'ombre parce que là, ce que vous racontez sur vous à la plage, etc. Enfin, tout le monde va être forcément d'accord avec vous. C'est un petit peu Mais tant facile mieux. comme façon de défendre le dossier de Rugy. Je défends mais pas le dossier de la Rugy, Saint-Valentin de je Rugy. donne un avis sur la Elle est différence privée, entre la voyeurisme et Saint-Valentin. transparence. Oui, mais c'est pas sur la Saint-Valentin Ah, de si. Rugy. Ah, c'est La des photos. la question, ça a été sur les homards et les grands Et crus. sur la photo de la des dîners. Saint-Valentin. Oui, mais la Saint-Valentin, c'est parce qu'il aurait organisé son dîner de Saint-Valentin avec son épouse aux frais de l'Assemblée Ça, nationale. c'est autre chose. Et là, il Ah faut bah. qu'il y ait une enquête. Donc là, il faut l'enquête qu'elle le dise- dira. Bah, pour Et il l'instant, faudra l'enquête aussi le voir dément. comment l'enquête est conduite et par qui elle est conduite et est-ce qu'elle est complètement objective. Marlène Schiappa, vous partez en vacances. Oui. Quelles sont les règles pour les ministres? C'est-à-dire les règles sur les vacances. Oui, parce que je sais, On là doit aussi, on fait des règles rester, sur tout. Et les voilà. ministres, maintenant, n'ont Non, pas le droit de l'idée, C'est quoi partir. la moralisation? N'ont pas le droit de Non. partir trop loin. Écoutez, à ma connaissance, si ça n'a pas changé depuis l'année dernière, c'est qu'effectivement, on doit être joignable 24 heures sur 24. Bon, il y a une chose qu'on peut pas me reprocher, c'est de ne pas être connecté. Je suis connecté 24 heures sur 24 et joignable. Vous allez de continuer ne pas- de tweeter pendant vos vacances? Bien sûr, comme l'année dernière. Vous savez, en fait, pendant l'été, c'est une période extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de services publics qui sont peut-être en flux moins dense. Et il y a des associations qui sont en flux moins dense aussi. Donc, il y a beaucoup de cas réglés directement l'été. L'année dernière, il y avait le cas de cette femme qui avait été expulsée de son logement alors qu'elle était victime de violences conjugales parce que le bailleur considérait qu'elle faisait trop de bruit. Bah, j'ai réglé ça début août, depuis les vacances, en étant mobilisée. Et tous mes collègues font exactement la même chose. Est-ce que Et c'est beaucoup pas un d'élus problème locaux font la même chose aussi, d'ailleurs. Un dernier mot sur Twitter, justement. On vous reproche d'être trop sur Twitter et de répondre un peu à tous les tweets un peu polémiques et rentrer dans des discussions, dans des clashs. Vous l'assumez? Mais vous avez vu qu'on me reproche aussi l'inverse, c'est-à-dire le soir de la finale de l'équipe de France, Michel Denisot a fait un tweet 2 minutes après la victoire en disant toujours pas de réaction de Marlène Schiappa, ce silence est étrange. Dès lors que vous avez une agression, etc., vous avez toujours quelqu'un pour tweeter. Et bien sûr, silence de Marlène Schiappa, c'est louche. Donc on me reproche à la fois de trop réagir et de ne pas réagir. Moi j'essaie d'être à la disposition des gens et quand on m'interpelle, dans la mesure du possible, quand je vois l'interpellation, d'y répondre. Je crois que c'est aussi mon rôle. Merci Marlène Schiappa. Merci à vous. C'était votre grand oral. On enchaîne avec les GG et vous. RMC, les grandes gueules. Les GG et vous. Et nous sommes avec Abdel qui nous appelle des Hauts-de-Seine en région parisienne. Vous êtes chauffeur Abdel, c'est ça? Bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Vous vouliez revenir sur ce crime, hein, Mamoudou Bari qui a été tué vendredi. Je précise d'ailleurs que le suspect a été arrêté. Il serait de nationalité turque. Il est entendu en ce moment par les forces de police. On va réécouter ce que disait Barbara Lefebvre. Ah, ça y est. Il est assez évident que c'était une personne d'origine maghrébine. Ça vient de la famille elle-même. C'est pas des horribles fascistes d'extrême droite qui auraient inventé. Et là, on voit bien la difficulté, les précautions oratoires qui sont prises, y compris d'ailleurs par des membres du gouvernement, qui là, tout d'un coup, mettent la catégorisation du racisme entre guillemets, attendent de voir comment les choses vont avancer. Voilà, Abdel, je vous laisse avec Barbara. En fait, c'est surtout les propos qui sont tenus sur le plateau, même pour Madame Soubré, en disant d'origine maghrébine, je ne sais pas ce que ça veut dire maghrébin, ou de français d'origine algérienne. Madame Barbara, ça vous déplairait que moi je vous appelle, vous êtes française d'origine israélienne, par exemple, ou qu'on dise ça, monsieur, ou à certains Français de confession juive, qu'on dise ils sont de Français d'origine israélienne. On le dit rarement. Alors, je vais vous rappeler un peu l'histoire. Oui, moi je vais vous suis rappeler français- surtout Bah non, qu'israélien, faut c'est me une laisser nationalité, terminer, monsieur. c'est Moi, je n'ai qu'une seule Bah non, nationalité, c'est c'est la pas nationalité Madame, française. J'ai pas beaucoup de temps pour discuter. Vous Bah avez non, mais tout le surtout, temps faut pour, comprendre la pour différence discuter. entre une Laissez-moi terminer religion mon et une propos. nationalité. Je suis français de souche. Je suis français de souche et je vais vous l'expliquer pourquoi. Et tous les gens qui ont manifesté dans Paris sont des Français de souche aussi. Pourquoi? Il faut savoir que mon père, ma mère
mon grand-père, ma grand-mère sont nés sur l'effigie bleu, blanc, rouge du temps de l'Algérie française. D'accord ? Et ils sont décédés. J'ai retrouvé des papiers de mon grand-père, il y avait marqué République française. Donc à partir de là, moi, je suis français de souche. Je suis français de souche automatiquement. Parce que beaucoup de Français d'origine algérienne, comme vous les appelez, ont la même histoire que moi. Et mon histoire avec la France date de près de 200 ans, madame. 200 oui, c'est bien. ans. Vous savez quoi ? Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui ferait que madame Soubré serait plus française que moi, alors qu'est-ce qu'elle va me répondre ? Oui, mais mes parents sont nés en France. Mais malheureusement, moi aussi. Oui. Alors, je ne sais pas si ça a à voir avec moi, mais bon, on ne voit pas très bien le rapport avec le... Vous voyez, monsieur, on ne voit pas très bien le rapport avec Mamoudou Bari et le deuil dans lequel est sa famille aujourd'hui, mais on voit bien que ça vous agite beaucoup, cette question du racisme, qui est, en l'occurrence, qui vient d'une personne d'origine maghrébine. C'est ce qu'avaient dit les témoins. Donc, nous, on n'a fait que répéter ce qu'ont dit les témoins. Il s'avère que c'est un musulman turc, c'est pas un musulman maghrébin, effectivement. Mais les musulmans, on sait pas du tout s'il est musulman. En tout cas, cher monsieur, vous êtes, oui, tout à fait. En tout cas, vous êtes apparemment un Français de souche. Musulman, on n'a jamais dit qu'on n'a pas parlé de ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous m'expliquiez déjà pourquoi vous m'interpellez en tant que soi-disant israélienne, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre ce que israélien, c'est une nationalité, où vous avez l'air de faire beaucoup de confusion. On lui dit d'origine algérienne. Mais pourquoi moi, il me parle d'Israël à moi? J'aimerais déjà bien comprendre. Et ensuite, cher monsieur, vous allez avoir... Non, ce que dit Abdel, c'est que... Oui, sur les plateaux de télévision que nous sommes des Français d'origine algérienne. Oui, non, j'ai bien compris. Ce que dit Abdel, c'est qu'ils en ont marre... Pourquoi il m'a pas dit d'origine norvégienne? Pourquoi il me parle d'israélienne? Non, c'est pas ça, c'est ils en ont marre qu'on les renvoie à chaque fois sur leur origine. T'es né en France, t'es français. J'ai bien compris ça. Ce renvoi systématique et alors paradoxalement ensuite on reproche aux mêmes d'avoir le drapeau algérien. Faut savoir. Je comprends, mais de toute façon, vous savez, Abdel, vous êtes mal tombé parce que moi, je suis moins française que vous parce que ma grand-mère, elle était de nationalité tunisienne. Alors vous voyez, elle n'est pas née comme vous dans l'Algérie française. Donc peut-être que moi, je suis moins une française de souche et apparemment, j'en suis pas une non plus puisque je sais pas pourquoi. Vous avez décidé que j'étais franco-israélienne. Et désolée, je suis française 100%. Est-ce que vous dites à M. Balladur, ou vous êtes prêt à dire à M. Balladur, vous êtes français d'origine turque, puisqu'il est né en Turquie. Est-ce que vous êtes prêt à dire aux enfants de M. Claude François, vous êtes des Français d'origine égyptienne, puisque son père est né en Égypte? Non, vous ne le ferez pas. Vous le faites qu'aux Algériens qui, eux, sont vraiment des Français de souche, puisque leurs parents sont nés sur la bannière française. Leur grand-père est né sur la bannière française. Ils sont morts sur la bannière française, et il y avait marqué République française. Donc, je suis un Français de souche, et je ne terminerai pas à l'idée à vous de dire à M. Goldladen, Monsieur Goldladen, vous êtes un Français de confession juive ou vous êtes de confession juive. Mais il est franco-israélien de toute façon, Gilles William, donc vous pouvez lui dire. Merci Abdel, merci d'avoir appelé au 32-16. Dans un instant, c'est Renaud qui va interpeller. Qui va interpeller je ne sais pas, je crois que c'est moi qui l'interpelle. Aïe, aïe, aïe. Renaud, à tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.